Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour. Salut Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On voulait commencer par quelque chose que tu as écrit. L'engagement du quotidien n'est pas assez reconnu et célébré dans ce pays, alors qu'il est le ciment du troisième pilier de la République, la fraternité. Dénonce tes héros, ça fait du bien. Alors quand on te suit, Nicolas, tu es régulièrement en train de mettre la lumière sur des héros du quotidien, des personnes qui s'engagent par des petits gestes ou des plus grands. Et ce matin, c'est toi notre héros du quotidien. Merci On avait vraiment envie de mettre la lumière sur toi, de comprendre d'où te vient ton engagement, comment tu le vis, comment tu le fais vivre au quotidien, quels sont tes tipping points. En quelques mots rapides peut-être, parce que je pense que tu le feras bien mieux que moi, tu es l'un des directeurs généraux du groupe SOS, la première entreprise sociale en Europe. Je crois plus de 15 000 salariés, si je ne dis pas de bêtises. Autour de 20 000 aujourd'hui. 20 000, voilà. Donc, tu vois, les chiffres que j'ai trouvés sont déjà faux. L'entreprise ou l'association, je devrais plutôt dire comme ça, est née il y a plus de 35 ans, au cœur des années SIDA, et aujourd'hui le groupe s'est beaucoup diversifié pour lutter contre toutes les exclusions. Et vous agissez pour fournir des réponses aux difficultés sociales et sociétales. J'ai retenu un chiffre, tu vas me dire s'il est juste aussi ou pas, un impact sur plus de 1,7 million de personnes. Ça, je trouve que c'est assez impressionnant. Tu as également écrit un livre, Up to You, tu fais partie des leaders du mouvement Impact France. Bref, un dirigeant à l'âme entrepreneuriale, mais surtout très engagé. Est-ce que je me trompe ? Qui es-tu ? Merci pour cette présentation. Je suis quelqu'un qui effectivement essaye de changer les choses dans son quotidien et dans le quotidien finalement des autres. Je sais pas comment tout ça est arrivé, mais on en parlera sans doute pendant le moment qu'on va passer ensemble. Mais en tout cas, c'est sûr que je me retrouve aujourd'hui dans une logique à la fois entrepreneuriale, parce que je pense que entreprendre, c'est bien et qu'on a tous besoin, quel que soit le boulot, le job, la place qu'on a dans la société. Je pense que entreprendre, c'est créer, c'est proposer des choses, c'est être acteur. Je pense que ça, c'est important. Et qu'on peut, moi, c'est quelque chose que je défends parce qu'il y a une vision parfois élitiste aussi de l'entrepreneuriat ou de l'innovation. Nous, on parle beaucoup au groupe SOS d'innovation sociale ou sociétale. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'innovation, elle est trop souvent présentée sous l'angle technologique, par exemple. C'est très bien. La techno, c'est super. Ça change nos vies, parfois en bien, parfois en moins bien. Mais je pense qu'il faut aussi parler d'innovation au service de la société, de la solidarité, de l'environnement. Et c'est ce qu'on fait au groupe SOS. Et chacun peut le faire. C'est-à-dire que moi, mon discours, c'est de dire que, évidemment, les dirigeants, les cadres, mais c'est leur job finalement. Mais tous les salariés peuvent, y compris les bénévoles, peuvent aussi avoir une idée, un nouveau projet, ou simplement dire ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est bien, mais peut-être qu'on pourrait mieux faire. Peut-être économiquement, on pourrait réfléchir à des choses qui font qu'on pourrait avoir un impact plus important sur l'activité qu'on mène, qu'elle soit sociale ou autre. Mais d'un point de vue environnemental, peut-être qu'on peut être un peu plus respectueux. D'un point de vue social, qui est en plus évidemment le cœur de toute chose au sein du groupe SOS, peut-être qu'on peut être encore plus utile. Et voilà, et je pense que dans les entreprises, dans les organisations et dans la société de façon générale, c'est quelque chose que je défends, qu'on peut tous et qu'on doit finalement peut-être être acteur. Et qu'être acteur, c'est bien pour la société, c'est bien pour l'entreprise, l'association, l'organisation dans laquelle on travaille, mais c'est bien aussi pour soi. Et je pense que
ce qui explique peut-être une partie des maux de la société aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas l'impression justement d'être suffisamment acteurs. Ils subissent. Et quand tu subis, je pense que ça rend un peu malheureux quelque part. Et tu disais les cadres ou les dirigeants le font, mais tout le monde peut le faire. Est-ce que vraiment les cadres et les dirigeants le font ? C'est une bonne question. Je pense qu'en tout cas, on attend, en tout cas dans l'imaginaire, c'est eux. Et puis, mais dans la réalité. En tout cas, c'est évident qu'on vit dans une société où il y a ces grandes figures, souvent d'ailleurs pas forcément françaises, mais américaines, internationales, des grands patrons. Je pense qu'on vit aussi dans ce mythe de l'homme ou de la femme, mais malheureusement c'est quand même souvent des hommes qui sont mis en avant, qui super puissant, qui a des idées sur tout, qui a Steve Jobs, Bill Gates et compagnie, Zuckerberg, ceux qui maintenant en plus veulent envoyer les milliardaires dans l'espace. Enfin, tout ça est assez triste quelque part finalement, parce qu'on sait bien que même si quelqu'un a une idée brillante à un moment donné, il la met jamais en œuvre tout seul. Enfin, déjà, il est le fruit lui-même d'un système dans lequel il a bénéficié d'une éducation ou dans lequel on l'a aidé à un moment donné à émerger, à grandir, à trouver les idées à un moment donné qu'il peut mettre en œuvre, mais on fait jamais les choses tout seul. Donc on y reviendra sans doute. Mais moi, une des choses qui me choque, c'est effectivement cette façon de montrer des gens comme tu parlais de héros pour introduire, et moi les héros du quotidien me fascinent effectivement. Et je trouve ça un peu dommage qu'aujourd'hui, notamment dans les médias, on présente en fait ces entrepreneurs qui ont plein de mérites par ailleurs comme des héros, sachant que à côté de ça, il y a des écarts de salaire entre eux et les plus petits salaires dans leurs entreprises qui sont trop importants, et que leur entreprise peut aussi effectivement avoir un impact social et environnemental pas forcément au top, quoi. Donc ça me gêne un tout petit peu ça. Je crois, je lisais, mais peut-être sur votre site, je sais plus, vous avez un coefficient entre 1 et 12, je vais dire une bêtise. Dans le on groupe y est à SOS. peu près. Après, dans nos statuts, on pourra jamais dépasser 15. Donc, le plus haut salaire, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est dans un secteur où parfois, avec les conventions collectives, notamment les médecins, les chirurgiens, en fin de carrière, arrivent déjà à peu près à 12, par exemple. Donc, en tout cas, nous, on a prévu que le plus haut salaire ne pourrait jamais gagner 15 fois, et encore une fois, on n'y est pas aujourd'hui, ne pourra jamais gagner plus de 15 fois le plus petit salaire. Ce qui est déjà important, mais ce qui est rien par rapport à des entreprises même classiques qui ont la taille du groupe SOS, où on est sur un écart parfois de plusieurs dizaines, sans parler des vraiment grandes entreprises où là ça peut être plusieurs centaines de fois. Le patron, les dirigeants gagnent plusieurs centaines de fois ce que gagne le plus petit salaire. Et là, je pense qu'il y a un problème de sens. Il y a un problème de sens, c'est que en tout cas, moi, je pense que d'un point de vue philosophique et même économique, il n'y a rien qui justifie à un moment donné de tels écarts. Il n'y a rien qui justifie de tels écarts. Et dans notre société, je pense qu'on a besoin aujourd'hui plus que jamais d'avoir l'impression, et que ce soit pas qu'une impression, d'être sur le même bateau. Et je vois pas comment on peut être sur le même bateau, ou en tout cas se sentir appartenir au même monde quelque part, quand il y a de tels écarts. Et je pense que consciemment ou inconsciemment, ça joue aujourd'hui beaucoup, et ça peut expliquer pourquoi une partie de la population décroche, ne croit plus au système dans lequel on vit. Je pense que ça peut même directement ou indirectement expliquer les théories du complot. Enfin, à partir du moment où on accepte collectivement qu'il y ait de tels écarts à un moment donné, qu'à mon avis, encore une fois, il n'y a rien qui justifie que le talent soit récompensé, y compris, et le travail et les responsabilités d'un point de vue économique en termes de rémunération. Moi, je trouve ça très bien. Mais à un moment donné, gagner plusieurs centaines de fois ce que gagne un petit salaire, et c'est des gens qui en général ont un boulot qui est pas évident, hein, on le sait tous, enfin on l'a vu en plus avec le Covid, enfin on s'est tous rappelé, puis après on l'a vite oublié, à quel point ceux qui gagnaient le moins finalement dans notre société étaient le plus important pour notre société. C'est-à-dire que si à un moment donné, il n'y a plus tous ces gens qui font que les commerces, les supermarchés, etc., par exemple, les transports, si ces gens-là ne sont plus là, bah, la société, elle est en panne, elle fonctionne plus, c'est catastrophique. Voilà, donc il va falloir un peu changer de paradigme, comme on dit parfois. Tu peux nous parler du groupe SOS ? Oui.
J'ai rejoint cette aventure il y a plus de 20 ans. Elle a été créée en 84 et je l'ai rejoint par hasard, mais on y reviendra sans doute, parce que ça fait partie des moments qui ont changé ma vie. Aujourd'hui, en tout cas, le groupe SOS, qui est un acteur non lucratif, qui est un acteur important, puisqu'effectivement, on le disait, c'est environ 20 000 personnes qui travaillent pour ce groupe, 10 000 bénévoles environ. Comment résumer le groupe SOS? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est être capable d'entreprendre, parce que le groupe SOS a entrepris, on est parti de 0 salarié en 84 à aujourd'hui 20 000, 600 établissements un peu partout en France et même à l'international aujourd'hui. Donc forcément, il y a une logique entrepreneuriale. Et c'est ce que j'adore, parce que on travaille sur des projets, des nouvelles idées, on est tout le temps en train d'imaginer des nouvelles choses. Et à la fois, on le fait dans un souci d'intérêt général, de créer des réponses innovantes pour plus de solidarité, plus de respect de l'environnement, plus de lien social dans notre société. Donc voilà, c'est ça que j'ai trouvé dans cette organisation et qui fait que plus de 20 ans après, j'y suis toujours. Et en ayant l'impression en plus d'être dans une structure qui ressemble absolument pas à celle dans laquelle je suis arrivé, qui s'est beaucoup professionnalisée, qui a grandi, qui fait des choses qu'on faisait pas à l'époque. Mais il y a toujours le sens que j'étais venu chercher, c'est-à-dire pas travailler pour des actionnaires, déjà, je trouve que c'est assez cool. Même si maintenant l'actionnariat commence aussi à évoluer, pas partout malheureusement, mais on parle de plus en plus, on y reviendra sans doute, d'entreprises à impact, la façon dont des entreprises classiques peuvent aussi réfléchir à la façon d'avoir un actionnariat qui soit un peu plus responsable que ce qu'on a connu ou que ce qu'on connaît encore aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, le fait d'être dans une organisation non lucrative, moi, me plaît beaucoup, à la condition qu'il y ait justement cette logique entrepreneuriale, ce professionnalisme qui parfois a fait défaut au secteur associatif. On l'oublie parfois, mais c'est vrai que le secteur associatif, notamment dans les années 90, il y a quand même eu quelques scandales, parfois des détournements de fonds, parfois simplement un manque de professionnalisme qui fait que l'association pouvait disparaître quasiment du jour au lendemain. Et le groupe SOS s'est un peu construit en opposition à ça, en disant ok, on est non lucratif, ok, on est dans le champ de l'action sociale, mais c'est pas pour ça qu'on doit pas être extrêmement bien géré, professionnel, attentif sur tous les aspects qui font que tu assures ou pas la viabilité des services que tu rends à une partie de la population. Donc voilà, moi je me suis bien retrouvé là-dedans et même si effectivement l'organisation dans laquelle je travaille aujourd'hui, le groupe SOS de 2022 n'a pas grand-chose à voir avec celui des années 2000, il y a toujours ce sens que j'étais venu chercher. Est-ce que tu as un ou deux exemples de projets peut-être récents ou moins récents, mais pour illustrer ce que vous faites au quotidien ? Peut-être les projets qu'on gère toujours, mais qui ont donné la naissance au groupe SOS, parce que je trouve qu'ils expliquent bien qui on est. Dans les années 80, la France a beaucoup de retard en matière de soins et d'accompagnement des usagers de drogue. Et donc, Jean-Marc Borrello, qui préside toujours le groupe, plus d'autres qui l'accompagnaient, décident de créer une association qui s'appelait à l'époque SOS Drogue International, qui est devenue par la suite le groupe SOS, en disant on va essayer de voir comment on peut identifier ailleurs, au Québec, ou des voisins européens qui étaient plus avancés que nous, et de développer des dispositifs qui permettent aux usagers de drogue, donc ça va être ce qu'on appelle dans le jargon les post-cures, les communautés thérapeutiques, en tout cas des structures dans lesquelles les toxicomanes vont souvent à la campagne, parce qu'il faut aussi partir un peu loin de son milieu d'origine, enfin de là où on vit et où on consomme des produits psychoactifs habituellement. Et donc voilà, l'association naît comme ça. Comment on peut être utile, surtout dans les années 80 où en plus arrive le sida. Et donc l'association se retrouve à devoir gérer d'autres sujets ô combien importants et destructeurs. Et voilà, et ça explique. C'est-à-dire qu'on crée des dispositifs en faisant en sorte, et ça c'est le parcours aussi des personnes qui créent ces dispositifs, qu'ils soient viables, qu'ils soient bien gérés, et en plus
on apprend à être agile, comme on dit maintenant, c'est-à-dire à identifier d'autres problématiques. Bon, le sida, évidemment, qui est incontournable, mais aussi que ce public-là avait des problèmes de logement, avait des problèmes d'emploi, et donc au fur et à mesure, le groupe SOS se construit en répondant à des problèmes que nos publics avaient. Donc des dispositifs sociaux et sanitaires, évidemment, avec la toxicomanie, avec le VIH, mais rapidement aussi, surtout à partir du moment où les personnes commençaient à se stabiliser, parce que quand on est malade, et même si on commence à aller mieux, à un moment donné, si on travaille pas, si on se sent pas utile, je pense qu'on y reviendra aussi beaucoup pendant le moment qu'on va passer ensemble, mais je pense qu'il faut que chacun se sente aussi utile dans sa vie, notamment professionnelle. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a commencé à créer des entreprises d'insertion aujourd'hui dans le domaine de la restauration, du bâtiment, de la transition écologique, pour faire en sorte que chacun puisse avoir une place dans la société. Et cette place, elle passe pas que, mais elle passe quand même beaucoup aujourd'hui encore par le travail. Donc voilà, comment on fait aussi pour que des personnes en situation de précarité puissent travailler. Nicolas, est-ce qu'on peut revenir à toi et avant le groupe SOS? Je crois que tu es juriste de formation, tu as fait un master en socio des organisations à Sciences Po. Qu'est-ce qui t'amène à ce type d'études? Finalement, toi, d'où tu viens, tu vois, plus perso, et qui t'amène à là aujourd'hui au groupe SOS? C'est une bonne question. Moi, je suis juriste de formation, effectivement. J'avais fait du droit un peu par hasard. L'orientation est toujours quelque chose de complexe. Je trouve que notre pays devrait encore progresser là-dessus et faire en sorte peut-être que les enfants, les adolescents comprennent un peu mieux les métiers qu'ils peuvent faire plus tard. Et aujourd'hui, en tout cas à l'époque, c'était un peu, c'est encore souvent le fruit du hasard. Même la formation, qu'est-ce que je vais faire? J'aime pas trop les maths. J'ai pas vraiment de vocation, en tout cas d'idée claire de ce que je pourrais faire plus tard. Je vais faire du droit et puis on verra bien. Peut-être que ça va me plaire et puis peut-être que ça me permettra juste de gagner un peu de temps pour trouver autre chose. Donc je me retrouve on vivait avec mes parents à l'époque en Normandie, donc je me retrouve en fac de droit. J'ai fait 4 ans de droit à Rouen. Et là, je me retrouve en fin de 4e année, donc toujours le même truc. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et moi, je voulais être... parce qu'on va sans doute parler des déclics qui peuvent te permettre de faire des choses chouettes dans ta vie. Il y a aussi c'est pas des déclics, mais il y a aussi des freins. Et moi, mon frein, c'était à cette époque-là, en tout cas, ça a été ma prof de droit pénal. Moi, je voulais être avocat en droit pénal. C'était parce qu'à un moment donné, quand même, en faisant du droit, j'ai commencé à m'intéresser évidemment à tous les métiers que ça pouvait ouvrir. Et voilà. Et il y avait déjà peut-être ce truc, parce que avocat de la veuve et de l'orphelin, défenseur de la veuve et de l'orphelin, comme on disait il y a longtemps, et qui est une appellation, en tout cas une qualification qui correspond pas mal à ce boulot d'avocat, et notamment d'avocat en droit pénal. Même ma prof de droit pénal, que je vais interroger un jour à la fin du cours, me dit mais n'importe quoi. Enfin, vous êtes sérieux? Ma prof de droit pénal, quand même. Elle me dit mais non, enfin, ça fait pas vivre son homme. J'adore cette expression, très moderne. Vous devriez faire du droit des affaires comme tout le monde. Et là, moi, en plus, je connais pas grand chose à tout ça. J'ai pas un réseau de fous autour de moi qui peut me dire mais n'importe quoi, écoute-toi, va au bout de tes idées. Ça me déstabilise et du coup je me dis je sais pas, effectivement c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, et je sais plus quoi faire, quoi. Et donc je me retrouve à regarder un peu ce que je pourrais faire, et je finis par me retrouver en master de droit des assurances, ce qui me permet d'arriver à Paris, puisque ça c'était un diplôme donc qui était à Paris, ce qui me permet aussi, ce qui est assez original pour un diplôme en droit, de découvrir le monde de l'entreprise, parce que c'était en alternance, donc j'étais 2 semaines par mois dans une compagnie d'assurance et 2 semaines par mois à la fac, et voilà, et je découvre effectivement le monde de l'entreprise, de la grande entreprise, et à la fin de cette année, je me dis qu'il y a un truc qui va pas,
alors je vais pas critiquer les juristes en droit des assurances parce que sinon je vais me fâcher avec mes anciens camarades de promo et vraiment c'est juste que moi c'était pas mon truc et je pense qu'effectivement comme tout métier après ça dépend de sa sensibilité, de ce qu'on aime. Tout métier est intéressant, mais moi c'était juste pas mon truc. Et donc première bascule, je retrouve, donc j'habitais dans 15 mètres carrés à Paris, et je retrouve au fond d'un placard un petit guide que j'avais trouvé en fac de droit à Rouen 2 ou 3 ans avant. Ils avaient mis plein de guides ou de masters, en fait, ça s'appelait DESS ou DEA à l'époque, mais tu avais un petit guide qui était donné gratuitement un matin, et moi j'étais arrivé en retard, et tous les guides étaient partis sauf un. Donc je récupère le dernier, et je m'en sers pas, il reste dans mon placard, et quand j'arrive à la fin de mon année là en droit des assurances en alternance, je me dis bon, c'est pas ça que tu veux faire, donc qu'est-ce que tu vas faire? Aucune idée, et je me rappelle de ce petit guide là que j'avais jamais ouvert, et donc je cherche au fond de mon placard, je le retrouve et je commence à le feuilleter, et moi j'avais toujours eu envie de faire de la socio, toujours pareil, sans bien savoir exactement ce qu'il y avait derrière, mais voilà, ça m'avait toujours intéressé parce qu'en plus en droit on avait eu quelques cours de socio, donc j'ai dit c'est intéressant. Et là je tombe sur un truc, donc ça s'appelait DEA à l'époque, DEA de sociologie des organisations à Sciences Po. Sciences Po, ça m'évoque pas non plus des trucs, je sais que ça a l'air bien et que les gens en parlent parfois avec respect de cette institution, mais moi voilà, je débarque de ma Normandie, je connais pas trop, et j'appelle, et ça je m'en rappellerai toute ma vie, j'appelle le numéro de téléphone, je tombe sur l'assistante de ce diplôme, et je commence à lui raconter un peu ma vie, mon parcours. Voilà, je suis juriste, je sais pas trop si vous attendez ce type de profil, moi ça m'a l'air de m'intéresser, en même temps je sais pas vraiment ce que ça peut donner comme débouché, enfin je suis assez clair. Elle m'a dit mais écoutez, ça coûte rien de déposer un dossier. Nous, les juristes, on a des gens qui ont des parcours très différents, c'est ça qui nous intéresse. Donc, déposez votre dossier et puis vous verrez bien. Enfin, voilà, vous avez l'air sympa. Venez le déposer physiquement, comme ça on se rencontre. Et donc, je commence à faire ça. Je dépose le dossier sans bien savoir ce que ça va donner. Et puis, je passe 1 ou 2 entretiens et puis on finit par m'appeler en me disant, écoutez, si vous avez envie de faire ce diplôme, vous êtes le bienvenu, quoi. Et là, ma vie change. C'est-à-dire que j'étais à Paris tout seul parce que je connaissais personne. Je commençais déjà à perdre un peu de vue mes amis de ma vie précédente. Et donc, je me sens quand même très, très seul, très isolé à Paris. Et là, je commence à faire ce diplôme donc de sociologie des organisations. Je rencontre, on est 20-25, et là je rencontre des gens qui sont encore aujourd'hui des amis vraiment très proches, dont une fille qui s'appelle Florence, qui vit en colocation avec une Caroline qui va devenir quelques années après ma femme. Et j'adore ce qu'on apprend, c'est vraiment la sociologie en plus, mais appliquée au monde de l'entreprise. Donc, pourquoi une organisation fonctionne ou dysfonctionne, les catégories d'acteurs qui peuvent constituer une organisation, pourquoi ils ont telle stratégie par rapport aux stratégies des autres. Enfin voilà, comprendre un peu un jeu d'acteurs au sein d'une organisation. Donc c'est de la sociologie, donc de la théorie, mais vraiment appliquée en plus au monde de l'entreprise. Donc moi je trouve ça passionnant. Je finis par faire mon mémoire en fin d'année sur une organisation qui m'avait toujours fasciné, qui s'appelait à l'époque, on va l'appeler comme ça parce que j'aime pas les namings là, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, qui est un lieu, moi, que je trouve extraordinaire, même si on s'y est habitué, parce qu'il est capable d'avoir une piste de ski. Bon, c'est peut-être plus très écolo, mais à l'époque, j'étais moins dans ces considérations-là. Mais en tout cas, voilà, ça me fascinait qu'il y ait une piste de ski, un terrain de tennis 2 jours après, un concert le jour d'après, etc., de la planche à voile, enfin. Et voilà. Et j'ai passé quelques mois avec les équipes de ce lieu, et c'était assez fascinant. Voilà. Donc une année qui a été extraordinaire. Et puis après, il faut bien travailler. Donc je me fais rattraper par mon parcours de juriste en droit des assurances, parce que voilà, j'ai des propositions dans des grands groupes d'assurances, pas forcément pour être juriste, mais j'étais plus dans l'organisation, la qualité, dans des services qui s'occupaient de ce genre de choses-là. Et donc voilà, je me suis fait recruter sur ce type de fonction dans une grande compagnie d'assurance.
Et deuxième tipping point, je m'ennuie un peu. Alors après, voilà, je pense que c'est intéressant aussi encore une fois de découvrir la vie dans ces grandes organisations. On y apprend aussi des choses. Mais il me manque encore une fois un truc. Et donc, Caroline, que j'avais rencontrée pendant ce diplôme, qui vivait donc en colocation avec Florence, qui le suivait avec moi, et qui allait devenir magistrate, donc fait un stage au début de sa formation à l'École nationale de la magistrature. Elle était partie à Bordeaux, mais avant de partir à Bordeaux, elle fait un stage dans une structure du groupe SOS que je connais absolument pas. Je connais pas bien le secteur associatif. Le secteur associatif était où l'économie sociale et solidaire était encore moins connue qu'aujourd'hui. Et puis le groupe SOS était encore moins connu lui-même qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Et voilà, et elle fait son stage donc dans une structure qui s'appelle le Sleep-In, qui est un centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF. À Paris, dans le 18e, c'est marrant, à côté de là où on vit aujourd'hui d'ailleurs, à Marx-Dormois. Et voilà, et le groupe SOS accueillait plusieurs magistrats, futurs magistrats, donc en stage, ce qui est génial en plus d'ailleurs. Je trouve que les futurs juges allaient voir un peu le social, des structures comme celle-là qui peuvent accueillir des personnes qui peuvent à un moment donné être confrontées à la justice. Je trouve que c'est génial. Et donc il y avait une dizaine ou une quinzaine de futurs magistrats en stage au sein du groupe SOS. Et un soir, ils dînent tous avec Jean-Marc Borrello et qui leur dit, bah voilà, je cherche quelqu'un pour m'assister sur différentes missions. Et donc Caro rentre de ce dîner complètement éméché d'ailleurs. Elle me dit, tu devrais regarder. C'est super le groupe SOS. Et moi j'étais énervé en plus parce qu'elle était rentrée tard, elle s'était super bien amusée. Moi j'étais dans mon boulot, je m'emmerdais. Et donc en plus là, j'avais rien prévu ce soir-là, je trouvais la soirée longue et donc elle rentre. Complètement bourré. Et elle me dit, bah, tu devrais regarder quand même, il cherche quelqu'un et tout. Donc au début, j'étais là, et puis finalement, je me dis, bah ouais, tiens, elle a raison, je vais appeler. Et donc 2 jours après, ou la semaine d'après, je vais rencontrer Jean-Marc et les équipes du siège du groupe SOS. On boit un verre, plusieurs même, et le lendemain, peut-être encore un peu saoul là aussi, je vais voir mon boss à AXA, pour pas la citer, là où je travaillais. Je lui dis, bah, je m'en vais, je vais faire autre chose. Voilà. Comment je suis arrivé au groupe SOS. Donc avec un peu d'alcool, c'est ça le hasard dont tu nous parlais tout à l'heure. Peut-être que ça peut aider parfois à enclencher certains déclics, ouais. Ou à suivre aussi un peu ses intuitions. Est-ce que c'est vraiment du hasard, tu vois, ou finalement il y avait quand même quelque chose à l'intérieur que tu suivais sans trop en avoir conscience? Non, je crois qu'il n'y a jamais complètement de hasard. Après, on provoque aussi la chance. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, moi j'ai décidé une première fois de pas forcément continuer dans le droit, même si j'ai appris plein de choses dans le droit. Enfin, c'est vraiment une formation qui a été hyper importante pour moi, qui m'a structuré intellectuellement, qui m'a apporté plein de choses. Mais en tout cas, là vers quoi j'étais parti dans ma spécialisation en droit, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Donc à un moment quand même, je décide, et c'est pas évident. Même encore aujourd'hui, je pense que de dire à son entourage familial, bah, par exemple, quand on a un peu plus de 20 ans, de dire bah et qu'on a un boulot qui est acquis avec un CDI, de la stabilité, de dire bah non, je vais partir dans une association. En plus à l'époque le groupe SOS c'était quasiment que du social et l'aide et le soin aux usagers de drogue dont on parlait, donc ce qui peut encore aujourd'hui d'ailleurs avoir une image qui est parfois un peu compliquée. Donc oui, c'est à un moment donné c'est des paris, c'est c'est s'engager sur une autre voie. Donc là en tout cas quand je décide de partir d'arrêter de faire du droit, là je pense qu'effectivement c'est un vrai déclic parce que voilà encore une fois c'est quelque chose qui change ma vie, enfin des amis, Caroline qui partage ma vie, et puis c'est grâce à elle en plus après que je rencontre le groupe SOS, donc voilà à un moment donné. Enfin, je pense que c'est beaucoup des rencontres et puis c'est beaucoup soi aussi. C'est à un moment donné, oui, c'est ça, se dire bah, cette voie-là, c'est pas forcément celle vers laquelle je veux aller. Et je pense qu'il faut avoir une exigence envers soi-même et ne jamais se satisfaire de quelque chose dans lequel on n'est pas à l'aise. Mais par contre, le faire aussi avec bienveillance.
avec les autres évidemment, mais la bienveillance, elle est importante aussi envers soi-même. Et c'est-à-dire qu'il faut accepter de tâtonner. C'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas hyper à l'aise dans ce que je fais, mais je sais que je ferai autre chose. Et peut-être pas se mettre trop de pression. Accepter aussi parfois qu'il faut tâtonner un peu, qu'il faut des étapes. Voilà, ce que j'ai fait moi. Et c'est pas grave. Mais par contre, avoir quand même cette exigence qui fait qu'on se dit, au final, je ferai autre chose. Je serai dans quelque chose qui me correspondra mieux. Enfin, voilà, je trouve qu'il faut ce mélange des deux. C'est-à-dire accepter quand même qu'on puisse avoir des étapes. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. C'est quand même des étapes. Et puis, on peut aussi apprendre plein de choses dans ces étapes-là, rencontrer des gens, enfin. Et par contre, avoir un objectif qui soit le plus clair possible et qui corresponde quand même à l'univers dans lequel on a envie d'évoluer, ses valeurs, etc. C'est quoi le modèle économique du groupe SOS ? Le modèle économique, il y en a plein en fait. Il y a autant de modèles économiques que de structures différentes. Il y a chaque modèle, chaque structure, on travaille beaucoup évidemment avec l'État, mais alors au sens très très large, c'est-à-dire que on va travailler avec les conseils départementaux, par exemple, lorsqu'il s'agit d'aide sociale à l'enfance, de protection de l'enfance. Quand on parle d'EHPAD, de maisons de retraite médicalisées, ça va être aussi avec les conseils départementaux. Quand on parle de santé et d'hôpitaux, puisqu'on gère une dizaine d'hôpitaux aujourd'hui, on va parler des agences régionales de santé. Les caisses d'assurance maladie, évidemment les collectivités territoriales sont parfois aussi nos partenaires. Donc il y en a vraiment beaucoup. On peut dire en tout cas qu'on travaille de façon privilégiée avec l'État, encore une fois au sens très très large. Et donc c'est pas des subventions, parce que c'est vrai que quand on parle de secteur associatif et de lien entre les associations et les pouvoirs publics, les gens vont souvent utiliser ce terme de subvention qui quand même correspond à une somme d'argent qui est donnée sans forcément beaucoup de contrepartie. Nous, c'est pas ça. On est vraiment dans des contrats de prestation quelque part, même si c'est plus partenarial que vraiment de la prestation avec les pouvoirs publics. Mais il y a quand même ça. Il y a quand même l'État, et c'est très bien, a des exigences. Enfin, faut rendre des comptes. On rend des comptes quand même en permanence, que ce soit à nos partenaires ou à des institutions qui nous contrôlent. Enfin voilà, et c'est très bien. Mais moi, je considère effectivement qu'on est là pour rendre des services aux populations et à ceux qui les représentent, c'est-à-dire les élus locaux, les ministères, etc. Donc voilà, on est vraiment dans cette perspective-là. On a une partie du modèle économique sur les activités aussi plus commerciales, puisqu'on a des entreprises d'insertion, notamment, où là, ça va être des particuliers ou des entreprises qui peuvent évidemment être nos clients. Et puis une partie aussi de partenariat, de mécénat. On n'est pas un acteur très connu du grand public. Nous, on a toujours considéré qu'il fallait aussi que pour des missions d'intérêt général, la collectivité, l'État mettent les moyens. Ça nous semble important. Par contre, néanmoins, pour améliorer les choses, pour créer de nouveaux dispositifs, pour inventer de nouvelles solutions, parfois on peut avoir besoin du mécénat, de grands donateurs, de fondations d'entreprises. Donc il y a aussi une partie des fonds qui proviennent de ça. Moi, j'avais une question sur l'organisation, puisque donc j'ai bien dans un coin de ma tête ta passion pour les organisations, en tout cas la sociologie des organisations. Entre le moment où tu arrives dans le groupe qui est tout petit et aujourd'hui, tu nous as dit plus de 20 000 personnes, plus 10 000 bénévoles, ça demande, à mon avis, une organisation assez incroyable. Comment est-ce que toi tu as accompagné ça? Comment vous êtes organisé? Tu vois, j'imagine que ça n'a pas toujours aussi été hyper facile. C'est quoi un peu les grands tipping points de l'organisation et la manière dont vous êtes culturellement aussi reliés les uns aux autres qui fait la beauté du groupe aujourd'hui? Oui, on a souvent l'habitude de dire qu'on est un peu comme un banc de poissons. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire que et puis c'est vrai, quand tu regardes le groupe SOS, t'as des petites structures, des moyennes structures, des grandes structures. Enfin, on a des associations qui gèrent, par exemple, des EHPAD ou des hôpitaux. C'est vite plusieurs milliers de salariés. Et puis on a des toutes petites associations. Une association qui s'appelle Par 1 par 1000, par exemple, c'est 3 ou 4 salariés et beaucoup de bénévoles. C'est une association qui justement essaye de trouver des gens qui vont à un moment donné vouloir donner un peu de leur temps pour aider des enfants, des adolescents.
français ou des jeunes réfugiés, par exemple. Moi, je suis parrain d'ailleurs dans le cadre de Parrain par 1000. Je parraine Lamine qui est arrivé il y a 3 ou 4 ans en France. Donc, il était ce qu'on appelle un mineur non accompagné. Donc, des enfants, des adolescents qui arrivent tout seuls en Europe, en France. Donc, lui a traversé une partie de l'Afrique. Le parcours migratoire dans toute la tragédie en plus et l'horreur qu'on imagine facilement. Et donc il est passé par l'Italie, il est arrivé en France. Et donc voilà, c'est ce qu'on oublie parfois dans notre société, c'est que ces personnes viennent parce qu'elles considèrent que ça relève de c'est une question de survie. Donc il faut qu'ils bougent de là où ils sont. Il faut qu'ils essayent désespérément d'avoir une vie qui soit un peu meilleure. Et voilà. Et cette association, que j'ai rejoint en plus en tant que parrain, illustre plutôt les petits poissons au sein du groupe SOS, parce qu'encore une fois, c'est une structure avec très peu de salariés et qui là pour le coup compte sur les bénévoles pour développer son activité auprès de, je crois qu'ils accompagnent 1000 jeunes sur une année. Donc encore une fois, soit des enfants et adolescents français, mais qui ont besoin parfois de s'extraire un peu du cercle familial, d'aller au musée ou juste d'avoir un coup de main pour les devoirs, etc. Ou comme moi je fais, plutôt avec des jeunes réfugiés qui viennent d'ailleurs, mais qui ont besoin d'un coup de pouce pour s'intégrer, pour suivre une formation, avoir des idées là aussi justement de quelle formation je peux faire. Donc Lamine avait une idée lui assez claire. Il veut être menuisier. Magnifique métier, donc il fait une formation là en alternance. Donc là-dessus, j'ai pas forcément beaucoup à l'aider. En plus, c'est pas forcément mes réseaux, mais on sait jamais. Enfin voilà, s'il y a un problème avec son entreprise à un moment donné, je peux lui donner des conseils. S'il a besoin quand même de trouver une autre entreprise à un moment donné, peut-être que mon réseau directement ou indirectement peut être utile. Et puis moi, je considère que mon rôle, c'est surtout lui faire passer justement par rapport au moment difficile qu'il a traversé dans sa vie, lui faire plutôt passer des bons moments, donc d'aller au musée, d'aller voir un match de foot, il adore le foot, de se balader simplement dans Paris. Enfin voilà, je trouve que c'est ça mon rôle. Digression, mais en tout cas tout ça pour dire voilà qu'il y a des grandes associations et des petites structures au sein du groupe SOS et que tout ça cohabite très bien parce qu'on a créé aussi des outils communs qui permettent aussi aux directions de moins se préoccuper de tout ce qui peut être très lourd au quotidien. Donc en tout cas d'avoir un appui. Ils sont déchargés de rien, mais il y a un appui sur l'administratif, en tout cas tous les côtés droit. Comment je peux être aidé sur le droit social, comment je peux être aidé sur la compta. Enfin évidemment c'est des vrais patrons. On considère que les patrons d'établissements du groupe SOS sont des patrons de PME, donc ils doivent être compétents sur beaucoup d'aspects, mais aujourd'hui c'est des métiers qui sont très prenants avec beaucoup de responsabilités, donc on a aussi créé des outils qui leur permettent aussi d'être accompagnés, d'être conseillés, d'être parfois déchargés de certaines choses. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on voit le groupe SOS, c'est-à-dire que c'est un banc de poissons et puis l'organisation globale, elle est là pour aider justement ces petits, ces moyens, ces grands poissons à développer leur activité plus facilement, à avoir plus d'impact. Et de plus en plus, c'est ça le groupe SOS. C'est parce qu'on crée beaucoup de projets ex nihilo, mais on en accueille aussi beaucoup. Donc on accueille pas mal d'associations, ça fait 20 ans qu'on accueille des associations, historiquement des associations qui justement avaient un problème de gestion, risquaient de disparaître. Donc on a sauvé un nombre incalculable d'associations et de services du coup rendus à nos concitoyens, mais on en a créé aussi beaucoup, mais aujourd'hui on en accueille y compris ceux qui continuent parfois à pas aller bien, qui ont besoin de s'adosser, de s'appuyer sur un groupe plus important comme le nôtre, parce que dès qu'on rejoint le groupe SOS, les discussions avec les pouvoirs publics sont pas les mêmes, les discussions avec les partenaires bancaires sont pas les mêmes. Enfin voilà, il y a un acteur qui a fait ses preuves depuis plus de 35 ans, qui a un poids qui fait qu'à un moment donné, c'est plus facile aussi de discuter et de faire en sorte aussi que nos partenaires acceptent parfois de prendre des risques, puisque c'est aussi dans la culture du groupe d'aller sur des projets qui sont pas forcément évidents. Et puis on a de plus en plus d'associations aujourd'hui ou d'entrepreneurs entrepreneurs sociaux qui ont envie de changer l'échelle, d'avoir plus d'impact.
Et aujourd'hui, voilà, ils nous rejoignent aussi dans cette perspective-là, de se dire, peut-être que de rejoindre le groupe SOS, je suis pas forcément en difficulté, mais je sais que je vais multiplier mon impact parce que je vais avoir des gens qui vont m'appuyer, qui vont m'aider, qui vont me permettre de trouver plus de moyens, qui vont m'aider à structurer mon activité. Et voilà, et de plus en plus, c'est ça, c'est un peu, j'allais dire l'auberge espagnole, je sais pas si c'est le terme, parce qu'après, c'est un des reproches qui nous est fait parfois d'avoir trop d'activités ou d'avoir une diversité trop importante. C'est vrai qu'il y a une diversité extrêmement importante aujourd'hui, mais c'est pas l'auberge espagnole dans la mesure où on n'accueille pas non plus tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui nous rejoignent, qui veulent nous rejoindre. On va dire non parce qu'économiquement ça nous paraît trop compliqué et qu'il faut pas non plus mettre en péril le reste du groupe à un moment donné. Et puis parce que quand même si aujourd'hui effectivement on gère des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite, des équipements culturels, on fait beaucoup de choses dans la transition écologique, la solidarité évidemment c'est très important, l'éducation, on fait beaucoup de choses en matière d'éducation, donc tout ça effectivement c'est très varié, mais il y a quand même une ligne, c'est la solidarité, l'intérêt général, la lutte contre la société à deux vitesses qui malheureusement se développe un peu partout dans le monde et aussi en France. Il y a des inégalités qui sont quand même très très importantes. Donc voilà, notre projet c'est quand même l'intérêt général, de faire en sorte aussi que tout le monde dans notre pays puisse accéder à des services de qualité. Donc on le disait, santé, accompagnement du grand âge, éducation, etc. Et que ces services soient de qualité mais accessibles à tous, y compris les plus précaires, les plus vulnérables. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et donc si une association nous rejoint et qu'elle s'inscrit pas là-dedans, on dira non, quoi. Donc voilà, il faut quand même que cette association ait une activité qui soit une activité d'intérêt général. Et encore une fois, qu'elle soit pas que ce soit quand même, on a repris des projets parfois qui étaient très risqués, mais voilà, il faut en tout cas on ait la conviction que ça mette pas en danger l'ensemble du groupe. C'est quoi l'intérêt général pour toi ? C'est une bonne question. Je crois que l'intérêt général, c'est des dispositifs, des solutions qui soient utiles au plus grand nombre. Et donc et qui ne soient pas excluantes. Et voilà, et quand je disais effectivement lutter contre la société à deux vitesses, c'est qu'on voit bien qu'il peut y avoir un risque à un moment donné, même si le modèle français est pas là-dessus, mais il faut se méfier parce que notamment ce qui se fait aux États-Unis, quand même dans un certain nombre de cas, finit par arriver en France. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire qu'il faut réussir à proposer des services de qualité en matière de santé, en matière d'accompagnement du grand âge, en matière d'éducation, en matière de logement, toutes ces choses qui sont évidemment vitales, la culture évidemment, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une société à deux vitesses, c'est-à-dire des dispositifs pour ceux qui vont bien, pour une forme d'élite culturelle, économique, et puis après les autres plutôt des services bas de gamme. Donc nous, c'est vraiment cette vision-là qui nous guide. Et donc quand on gère des EHPAD par exemple, on va faire en sorte de proposer quelque chose qui soit vraiment de qualité, qui soit beau, dans lesquels les personnes se sentent bien, et de faire en sorte qu'il y ait un modèle qui permette que les plus riches, par exemple, payent pour les plus pauvres. Voilà, que tout le monde puisse être ensemble au même endroit. Et voilà, et ça c'est aussi très important pour nous parce qu'on voit bien à quel point la société est fracturée aujourd'hui et qu'il faut à un moment donné des lieux dans lesquels il y ait de la mixité. Ça c'est très important. Donc nous, c'est vraiment une vision qu'on défend et ça se caractérise dans des lieux, par exemple, les maisons de retraite médicalisées, mais plein d'autres aussi. Voilà, il faut qu'il y ait une qualité de service qui soit impeccable, mais par contre, il faut pas qu'elle soit réservée qu'à une forme d'élite et il faut que ceux qui ont le plus de moyens payent un petit peu plus pour que ceux qui n'ont pas de moyens du tout puissent avoir la même prestation. Tu le disais, vous regroupez énormément d'activités, enfin vous êtes au service de causes qui sont diverses et multiples. J'imagine que si tu es toujours là après 20 ans, c'est que tu gardes ton optimisme vis-à-vis de la situation. Quand on rajoute une couche à tout ça, parce que là
vraiment, tu nous as bien décrit l'aspect social, mais quand on rajoute une couche environnementale à ça, on voit bien on se rapproche quand même d'un point de bascule et d'un tipping point collectif qui est, je vais pas avoir le bon adjectif, mais tu vois, assez colossal là devant nous, en tout cas en termes d'enjeux. Toi qui travailles dedans, je pense que tu as une vision encore plus détaillée de tout ce qu'on a à accomplir collectivement et individuellement. T'arrives à garder ton optimisme au quotidien, tous les jours? Est-ce que parfois tu doutes? Dans quel état d'esprit tu vois, tu es aujourd'hui là, de février 2022? Ce qui me rend optimiste, c'est depuis plus de 20 ans de travailler au quotidien avec des gens qui font des choses formidables, qui sont convaincus que ce qu'ils font est utile, qui se battent concrètement au quotidien pour que la vie de personnes fragiles, vulnérables, précaires, en situation de handicap, on fait beaucoup de choses sur le handicap, concrètement, voilà, que ces personnes aillent mieux au quotidien. Et je pense qu'à un moment donné, être entouré de projets, de personnes formidables, ça aide, je pense, à aller bien, déjà, dans sa vie à soi, et puis à être un petit peu optimiste, parce qu'on se dit que, malheureusement, contrairement à ce que montrent beaucoup de nos médias, tout n'est pas noir. Enfin, il y a des personnes extraordinaires qui sont pas en train d'essayer de cliver en permanence, qui ont des approches plutôt fédératrices, qui sont pas en train de juger les autres. Enfin, nous, j'avais eu et d'ailleurs ça se passerait pas bien, un de nos salariés juger les personnes qui arrivent dans nos structures. Enfin, qu'ils soient toxicomanes, SDF, migrants, on fait beaucoup de choses en matière d'accueil des demandeurs d'asile notamment. Enfin voilà, il y a toujours, c'est pas un gros mot, bienveillance. Je pense qu'on a besoin de bienveillance, on a besoin d'altruisme, et que notre société, là c'est peut-être un gros mot, elle sera même plus performante avec davantage d'altruisme, avec davantage de solidarité, avec davantage de bienveillance. Mais performante, nous, c'est des mots, alors parfois le groupe SOS est critiqué pour ça, on n'a pas de problème à dire qu'il faut être performant. Dans le secteur associatif, encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mais performant, ça veut pas dire performant en termes de rentabilité. Ça veut dire que juste, surtout qu'on perçoit, même si encore une fois, c'est pas des subventions, mais c'est des contrats, beaucoup de fonds publics. Et donc, c'est une responsabilité pour nous d'être le plus performant possible. Donc, et c'est une responsabilité avant tout pour les gens qu'on accueille. C'est comment, avec les dotations qui sont les nôtres, on peut être le plus performant possible, le plus utile possible pour les personnes qu'on accompagne, que ce soit des sans-domicile, des enfants en difficulté sociale et familiale, des demandeurs d'asile, des chômeurs de longue durée. Comment on va être le plus utile possible? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous traverse en permanence. Alors voilà, du coup, le groupe SOS peut être critiqué pour ça, parce que c'est vrai que parfois, on peut être un peu poil à gratter, et qu'à un moment donné, on peut remettre aussi en cause des fonctionnements qui n'ont pas été remis en cause pendant longtemps. Mais voilà, nous, on considère que c'est notre responsabilité de faire en sorte d'être le plus utile et performant auprès, sur tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et voilà, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la logique entrepreneuriale au service de l'intérêt général. Moi, je trouve que c'est bien. On a besoin de ça. Donc, en plus, effectivement, l'initiative Dénonce tes héros, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Enfin, du coup, il y a plein de gens qui me contactent via LinkedIn notamment pour me dire, tiens, regarde cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est formidable. Pourquoi tu la dénonces pas? Bah oui, tiens, ça a l'air bien. J'en ai déjà beaucoup à dénoncer, mais une de plus, c'est chouette. Enfin, et tu t'aperçois qu'il se passe dans notre pays des choses incroyables. C'est hyper positif. Et c'est catastrophique la façon dont effectivement les médias, et il faut bien le dire aussi le politique parfois, n'arrivent pas à relayer ça. Parfois ne l'incarnent pas non plus. Et donc je pense qu'il y a effectivement il y a plein de côtés positifs dans ce que je vis au quotidien. Les côtés moins positifs, c'est effectivement dans ce qu'on voit au niveau national, que ce soit politique ou médiatique, d'être un peu perdu et de se dire il y en a pas beaucoup qui incarnent en fait au quotidien ce en quoi je crois, et ou qui ont aussi un parcours que je trouve légitime. Et donc moi je trouve qu'à un moment donné, il faudrait aussi que les femmes et les hommes politiques peut-être aient vécu ce que vivent nos équipes par exemple dont je parlais, ou que ce soit aussi des entrepreneurs, et peut-être qu'on aurait
une vision de la politique un peu différente. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de s'identifier à une grande majorité du personnel politique. Alors, il faut pas caricaturer, évidemment, hein, mais je pense qu'il y a quand même un fossé aussi aujourd'hui qui s'explique aussi par le fait qu'il y a une incompréhension, que les gens se reconnaissent pas dans le parcours des politiques. Et puis oui, les médias qui nous donnent quand même une vision très négative de la société, qui vont donner la parole avant tout à ceux et celles qui sont clivants ou clivantes. Alors qu'encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre en avant aussi des gens, des projets qui sont fédérateurs, qui apportent des solutions, qui permettent d'être acteurs. On y revient aussi. Je pense comment on fait pour que chacun dans notre société ait envie d'être acteur. Nous, on a créé, on a repris et on développe une association qui s'appelle Active au sein du groupe SOS, qui permet à Paris, Lille, Bordeaux notamment, à n'importe qui, notamment les jeunes, parce que les jeunes sont plus là-dedans, d'utiliser une plateforme qui leur permet de voir quelles sont les associations qui ont besoin de bénévoles près de chez eux. Donc voilà, ça c'est hyper utile. Et donc la question, c'est comment le politique accompagne aussi ce type d'initiative pour faire en sorte aussi de permettre à chacun de s'engager au quotidien. Oui, parce que je crois que c'est toi qui a posté là ces derniers jours sur le petit Ryan qu'on a tous vu au Maroc en disant vraiment émotionnellement on était tous unis dans la solidarité, ce qui est beau, mais comment est-ce qu'on passe de l'émotion après à l'action? Et j'ai trouvé que cette question, elle était vraiment pertinente parce qu'il y a des grands moments comme ça qui sont assez fédérateurs où émotionnellement on vit des choses fortes collectivement, mais une fois qu'il faut agir individuellement ou en tout cas prendre ses responsabilités, c'est comme si on savait plus trop ou on n'osait plus trop. Et je jette vraiment la pierre à personne, mais c'était cette question en lisant ton post, c'est comment est-ce que réellement on arrive à faire passer plus de personnes de l'émotion à l'action? C'est une bonne question. Enfin, dans les points positifs de ces dernières années, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites en matière d'emploi et notamment d'insertion professionnelle. Donc ça, c'est la question comment on fait à un moment donné que j'évoquais tout à l'heure pour que chacun aussi ait un rôle à jouer. Enfin, l'apprentissage. Moi, j'ai été passé par l'apprentissage en plus au début de ma carrière. Enfin, et puis l'insertion professionnelle de façon générale. Je pense que c'est extrêmement important et qu'à un moment donné, la base, c'est déjà que chacun se sentent appartenir à la société, qu'on lui soit utile. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Après, on y reviendra sans doute aussi. Il faut pas que ce soit n'importe quel travail. Il faut pas que ce soit n'importe quelle condition de travail. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait du sens. Il faut, avec le mouvement Impact France, on défend aussi une vision de l'entreprise qui est une entreprise responsable de l'humain, de l'environnement, avec une répartition de la richesse. Là aussi, on parlait d'inégalité qui doit être aussi parfois un peu réinventée. Donc ça, je pense que ça va dans le bon sens dans notre société, même si justement des organisations comme le mouvement Impact France doivent être davantage écoutées. Mais on devrait faire la même chose sur l'engagement citoyen. Comment je parlais de la plateforme Active qui très simplement fait des dispositifs de matching entre des gens qui veulent s'engager et des associations locales. Il y a la réserve citoyenne aussi qui est une initiative très intéressante proposée par l'État. Il y a plein de choses et puis je crois que c'est quand même 20 millions de bénévoles en France. Donc il y a déjà beaucoup. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui voudraient peut-être s'engager et qui savent pas comment faire. Donc je pense que là ça devrait être effectivement la responsabilité de tous, mais aussi de l'État, des médias, d'expliquer peut-être davantage comment on peut s'engager au quotidien, faire du bénévolat, œuvrer pour plus de solidarité, œuvrer pour plus de respect de l'environnement et encore une fois, je pense que quand on est acteur, on se sent mieux dans ses baskets. Donc voilà, ma question c'est ça, comment on permet à tous d'être acteurs au quotidien, évidemment dans la vie professionnelle parce que c'est une partie importante de la vie, mais aussi sur son temps personnel, enfin faire des choses utiles. Et effectivement, l'exemple du petit Ryan au Maroc montre bien qu'il y a quand même les gens sont pas des monstres froids. Hein. On
sent dès qu'il y a des événements comme ça qui sont médiatisés, il y a une envie que les choses se passent bien, de faire du bien. Le problème, c'est que dans cette situation, effectivement, personne ne pouvait être utile à quoi que ce soit. Mais on voit bien qu'il y a de l'émotion, et donc effectivement, ta question est la bonne, c'est comment on transforme ça pour qu'après, tous ceux qui ont été touchés se sont dit, ce qui est arrivé à ce gamin, c'est terrible, mais il y a aussi 3 millions d'enfants en France qui vivent dans la pauvreté. Je crois qu'il y a 15 000 enfants qui meurent chaque jour dans le monde, ce qui a beaucoup réduit, ce qui a été beaucoup réduit ces dernières années ou ces dernières décennies. Mais tu as encore 15 000 enfants qui meurent chaque jour dans le monde. Et c'est des choses qui souvent pourraient être évitées. C'est des raisons qui pourraient être, des causes qui pourraient être curables, qui pourraient être évitables. Donc voilà. Mais aujourd'hui, le fossé, il est trop grand entre l'émotion que je ressens avec ce terrible, ce qu'a vécu Ryan et ces chiffres que je viens de donner, c'est-à-dire 3 millions d'enfants qui vivent dans la pauvreté, 15 millions d'enfants dans le monde qui meurent chaque jour. Comment je fais pour transformer Ryan, ce que j'ai vécu avec Ryan, en quelque chose qui pourrait être utile pour les gosses, par exemple, en France ou ailleurs. Et aujourd'hui, des acteurs comme le groupe SOS le font, il y a plein d'acteurs associatifs qui le font, mais je pense qu'il faut passer à une échelle supplémentaire et d'être capable de dire à tous ces millions de personnes, qui se sont émus sur cette situation particulière, de leur dire transforme ton émotion en une action. Tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va être utile. Et voilà. Et je pense qu'on a tous besoin de ça. Et voilà, l'initiative Dénonce tes héros, c'est un peu ça, c'est de se dire comment on fait pour montrer des personnes qui s'impliquent. Alors, ça peut être dans leur vie professionnelle ou ça peut être quelques heures par semaine, quelques heures par mois, mais c'est des personnes qui s'impliquent pour les autres, pour la société. Et on a besoin de créer des cercles vertueux. Il y a trop de cercles vicieux dans notre société aujourd'hui. Plus tu montes le mal, plus tu montes des gens qui détruisent, plus les gens vont détruire. Et plus tu montres à un moment donné des gens qui font du bien, plus ça va donner aux gens envie de faire des choses positives. Donc voilà, il faut, là pour le coup, je suis pas très binaire en général, j'essaie de pas l'être, mais là il faut choisir son camp, je pense. C'est qui alors ces héros du quotidien? Déjà, t'en as un que tu veux dénoncer là? Il y en a tellement, mais il y a parce que je parlais d'altruisme et puis on parlait aussi un petit peu de migration. Enfin, j'avais partagé il y a quelque temps l'histoire de Luna, qui est bénévole à la Croix-Rouge espagnole et qui avait accueilli il y a 1 an, je crois, sur une plage des migrants qui arrivaient en bateau, qui s'étaient échoués. Et donc il y a un des migrants qui arrive sur la plage, qui est effondré, qui est en pleurs. Il croit avoir perdu son frère. Je crois que c'était pas le cas finalement, mais quand il arrive sur la plage, il croit que son frère est mort. Et l'une des premières réactions de Luna, c'est de prendre ce jeune homme dans ses bras. Et sur les réseaux sociaux, alors beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup de haine. Et voilà, et ça montre bien les tensions que traverse notre société aujourd'hui. Et peut-être le fait qu'on n'arrive pas à débattre comme il le faudrait. Les migrations, c'est une question complexe. C'est une question qui va sans doute s'amplifier, c'est même sûr, dans les années qui viennent avec le réchauffement climatique. Et donc, on a du mal dans notre société à vraiment débattre de façon profonde, de façon pas trop idéologique. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait se mettre d'accord ou se remettre d'accord sur ce qui fait qu'on vit ensemble. Moi, je pense que dans ce qui fait qu'on vit ensemble, il y a la fraternité, on l'évoquait, l'équité, la solidarité, le respect. Et j'ai l'impression qu'il y a une très grande majorité de Français qui sont d'accord là-dessus. Après, il y a aussi, il faut pas le cacher, il y a aussi des peurs. Il y a des peurs de déclassement, des peurs de se retrouver dans une situation encore plus précaire que celle dans laquelle on peut vivre aujourd'hui. Enfin, donc
Donc il y a des peurs qui sont, et on le voit bien en ce moment, qui font monter des choses qui sont pas extrêmement enthousiasmantes et qui font, et pour notre avenir. Et comment on fait? Ben moi j'ai l'impression qu'il faudrait justement débattre de la façon la plus posée, mais aussi la plus transparente possible. Et sur cette question des migrations, je trouve que ce symbole de Luna déjà extraordinaire. Voilà. Même si tu penses que les migrants vont te piquer ton boulot, je sais pas quoi, tu ne peux pas critiquer le fait que quelqu'un va prendre dans ses bras un autre être humain parce que juste il est en situation désespérée, qui croit avoir perdu son frère, qui croit lui-même avoir qu'il est lui-même passé pas loin de la mort. Il faut réaffirmer ça. C'est pas, tu as tes opinions, mais par contre, tu ne peux pas insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux juste parce qu'elle a pris dans ses bras une autre personne. Ça, ce n'est pas discutable. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, tous les gens qui pensent ça, les héros du quotidien ou pas, les politiques, les médias, à un moment donné, il faut défendre l'essentiel. Et donc, voilà, je trouve que cette héroïne du quotidien qui est Luna, elle incarne un truc qui est très fort et qui doit tous nous interroger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui se passe comme ça, encore une fois, peu importe le débat, tu ne peux pas accepter de l'agressivité, de l'insulte vers quelqu'un qui juste a un geste qui est le plus naturel, le plus humain, le plus indispensable, fraternel. C'est pas discutable. Mais par contre, toute cette haine, toute cette violence, elle s'explique aussi peut-être parce que justement, on n'arrive pas à bien débattre des choses. Et qu'à un moment donné, tout le monde peut comprendre que les migrations, elles ont toujours existé et que on est aussi dans un système qui fait que les inégalités dans le monde, ça aide pas à faire en sorte que les gens aient envie de rester chez eux parfois, et que moi je fais partie de ceux qui considèrent, mais ça me paraît du bon sens, que des gens qui risquent leur vie pour changer de pays ou de continent, ils le font pas par plaisir. Et c'est qu'il y a quelque chose qui va pas fondamentalement dans leur pays. Donc comment on les aide, ces pays, à se développer, à faire en sorte qu'y compris leurs talents, parce que c'est quand même problématique, à un moment donné les talents des pays en développement partent. Donc et puis avoir une exigence dans le débat. C'est-à-dire que les migrations, elles existent et elles vont s'amplifier. Le réchauffement climatique, pourquoi on n'est pas capable à un moment donné, collectivement, de se mettre d'accord sur des choses qui sont évidentes? On sait qu'il va y avoir des centaines de millions de réfugiés climatiques. Donc, et moi, ce que je trouve aberrant, et je trouve que les gens qui portent ces discours-là devraient être disqualifiés d'office, ils devraient être à 0 dans les sondages. C'est que tu ne peux pas dire « j'aime pas les migrants », et à la fois dire le réchauffement climatique, j'ai pas grand chose à proposer, on verra plus tard. Enfin, les deux sont liés. Donc il y a un truc dans notre pays où on n'arrive pas à identifier clairement la bêtise et faire en sorte que la bêtise, parce qu'à un moment donné, c'est juste bête de dire il faut arrêter les migrations, les migrants ne vont plus rentrer dans notre pays. Et à la fois n'a rien à voir à proposer sur l'enjeu climatique, c'est stupide. C'est stupide parce que les migrations, tu peux construire des murs, de toute façon les gens y passeront toujours. Donc la question c'est plutôt comment on fait pour que le réchauffement climatique ne fasse pas qu'il y ait des centaines de millions de personnes qui soient obligées de quitter leur pays demain, et les migrants qui arrivent, comment on fait pour les accueillir dignement. Ce qu'on fait quand même en France. Nous, on accueille plusieurs milliers de migrants, de demandeurs d'asile au sein du groupe SOS dans nos structures. Mais aujourd'hui, je pense que la réflexion, elle est pas suffisante, elle est pas satisfaisante, et que, à force de ne pas débattre à fond des sujets, on finit par avoir des gens qui sont dans la peur, qui sont méfiants. Mais après, on l'a vu avec Trump, c'est pour éviter les peurs, pour éviter cette peur du déclassement, pour éviter les boucs émissaires et tout ça. On en revient un peu au sujet qu'on a évoqué plus tôt sur les inégalités, sur la solidarité. Il faut aussi que chacun se dise qu'il risque pas de se retrouver dans la rue demain. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont peur parce que ils voient dans la rue, à Paris mais ailleurs, des personnes qui dorment dehors, qui savent que finalement la misère elle est pas forcément très loin. Donc je pense que quasiment le préalable pour que notre société aille mieux, c'est aussi de travailler de façon urgente sur cette question de la grande pauvreté, des inégalités,
et de s'y attaquer vraiment, mais à fond, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette peur de se dire déjà aujourd'hui c'est un peu compliqué, il faut que chacun puisse vivre dignement. Déjà aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais si en plus les femmes se mettent encore plus à travailler, si les migrants ont besoin d'un travail, moi je vais vraiment plus avoir de travail. Enfin, je pense qu'en fait il y a beaucoup de gens qui raisonnent, alors, je sais pas s'ils le conçoivent comme ça, mais je pense qu'il y a quand même ça. Faudrait un peu le creuser, mais ça a été fait notamment aux États-Unis avec l'électorat de Trump. On peut toujours dire ces gens sont des crétins, mais s'ils en arrivent là, c'est quand même qu'il y a des choses qui renvoient à leur crainte, à leur peur personnelle, et que tant qu'on n'arrivera pas à rassurer ces gens-là sur leur quotidien, sur ce que sera leur quotidien demain, c'est comme ça, l'être humain est comme ça, malheureusement, tu vas chercher le bouc émissaire. Je suis malheureux aujourd'hui, je vais être encore plus malheureux à cause des migrants, à cause des femmes qui travaillent. Il y a quand même encore beaucoup de sexisme dans notre société, on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Mais voilà, donc je pense qu'il faut, et après, c'était long cette intervention, mais je pense qu'il y a quand même la convention, par exemple, des citoyennes, on parlera peut-être de la convention des entreprises pour le climat, mais la convention citoyenne pour le climat dont s'inspire la convention des entreprises pour le climat, montre quand même que quand tu débats, quand tu expliques, quand tu donnes aux gens les moyens de s'informer en profondeur, quand tu leur donnes le temps, en fait, tu finis quand même par avoir une forme de consensus. Et des personnes qui étaient quasiment climato-sceptiques finissent par porter des propositions en matière climatique qui sont ambitieuses. On devrait quand même tirer des leçons de ça, je trouve. Et c'était un acte formidable d'intelligence collective porté par l'État, qui rassemblait 150 personnes, qui avait eu un éveil avec le GIEC, etc. Dans les 150 feuilles de route qui sont proposées, c'est que des choses qui sont hyper alignées avec ce que dit le GIEC. Finalement, on en retire déjà 2 d'office, et puis il se passe un peu ce qui se passe, c'est que les gens sont un peu raillés. Moi j'ai parfois le sentiment que les pouvoirs publics se sont complètement désengagés de l'organisation du débat public, de l'organisation de la société. Et moi la question que je me pose à chaque fois, c'est à qui profite le crime en fait ? Est-ce que ne pas gérer ça et miser à fond sur la peur, qui est l'émotion la plus forte, qui provoque les plus vives réactions chez les gens, c'est de dire finalement moi je vais m'assurer de repasser aux prochaines élections parce que j'ai un calendrier électoral, et donc plutôt que de traiter les sujets et donc d'éveiller les consciences sur le climat, sur la pauvreté, sur le sexisme, finalement je vais plutôt moi aller regarder là ce qui est dans le facile à faire en vue d'une réélection, et puis de toute façon je suis assez critique envers le pouvoir public parce que j'ai le sentiment, depuis la Convention citoyenne, il se passe quoi ? Plus rien. Et finalement, c'est la Convention des entreprises pour le climat qui prend le relais pour travailler avec les entreprises et dire finalement, si l'État est pas foutu d'eux, nous on va proposer des choses. Et on reviendra sur la Convention des entreprises pour le climat parce que tu es aussi un membre de cette convention. Mais moi j'ai le sentiment que de toute façon, si c'est pas le privé ou si c'est pas des structures comme le groupe SES qui s'emparent des sujets, on a un État qui a démissionné. C'est une bonne question. Après, c'est un peu l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, est-ce que c'est aux politiques à un moment donné de montrer le chemin, ou est-ce que c'est aux citoyens aussi de s'organiser davantage pour à un moment donné contraindre Mais quand le citoyen s'engage, faut que l'État nous suive. Faut que l'État suive en fait. Ça, c'est certain. Parce que les initiatives, ils doivent pas étouffer ce genre d'initiative. Non, mais j'allais dire tout comme les entreprises, tu as besoin dans tous les cas que les acteurs ils travaillent ensemble. Tu peux pas opposer privé-public, tu peux pas. T'as besoin de réconcilier tout le monde pour que on travaille tous dans la même direction. Ouais, non, mais ça, ok. Non, mais c'est sûr. Moi, je suis simplement triste de voir ce qui nous est proposé. On est en pleine période électorale. Je suis hyper triste de voir qu'il n'y en a pas un qui a un récit optimiste, avec des conditions, avec un chemin qui est réaliste, parfois compliqué, et un récit dans lequel chacun a sa place. Et c'est ça, là, le panel de personnes qui nous est proposé pour l'instant.
Je crois qu'effectivement, il va falloir à un moment donné s'interroger aussi sur ce qu'on veut comme organisation de la société, et quelle politique on veut demain. Je crois qu'il y a effectivement un grand sujet. Il faudrait quasiment une convention citoyenne pour la démocratie, quoi. Je pense que ce serait quasiment le préalable, parce que aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement redéfinir sans doute un peu le cadre dans lequel s'inscrit tout ça, et je crois en tout cas, j'ai l'impression vraiment qu'il faut qu'on apprenne tous à débattre réellement des choses. Et encore une fois, c'est vrai que les médias sont quand même aussi assez centraux dans tout ça, et qu'il faut qu'on arrête de réagir uniquement dans l'émotion, qu'il faut qu'on soit capable d'avoir des débats, y compris, je l'évoquais, mais sur cette question, je trouve que c'est un bon exemple, cette question des migrations. Je pense que si vraiment on faisait un débat complet, le plus objectif possible sur cette question-là, je pense qu'on sortirait de cette forme de peur, parfois même qui peut ressembler à du racisme, parce que les gens comprennent pas, parce qu'ils sont pas les éléments, parce qu'ils voient pas tout ce qu'apporte aussi l'immigration. L'immigration, c'est beaucoup de personnes qui rendent des services. On parlait des gens qui ont été notamment hyper importants pendant la crise et pendant les confinements. Bon, si il avait fallu que toutes les personnes migrantes, y compris celles qui n'ont pas de papier, ne travaillent pas pendant cette période-là, je pense qu'on se serait sans doute rapidement aperçu de l'importance qu'ont ces gens-là. Le problème, c'est que même moi, en disant ça, je peux être critiqué parce que aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment peut-être d'éléments, d'études. Il y en a, mais peut-être qu'il faudrait qu'elles soient davantage fouillées, qu'elles ne soient pas susceptibles d'être critiquées en disant c'est des organisations partisanes voilà. Ma question, c'est vraiment comment on arrive à objectiver le plus possible, comme ça a été le cas sur la question climatique, avec le GIEC notamment. Enfin, il y a quand même beaucoup aujourd'hui d'experts, et ça devient quand même très difficile à un moment donné de remettre en cause le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Je pense qu'il faudrait être capable de faire ça sur tous les sujets. Après, tu as raison, même sur la question climatique, quand on arrive à avoir des éléments très clairs, c'est pas pour autant que le changement embraye tout de suite et rapidement. Donc, effectivement, il y a un sujet là-dessus. Ouais. De quoi le monde a besoin ? Le monde, il a besoin de héros du quotidien, de héroïnes du quotidien, et voilà, de personnes qui essayent d'être utiles aux autres. Je pense que c'est ça dont on a besoin. C'est d'arrêter d'être tout le temps dans ce qui est clivant, d'essayer de mettre en avant des choses qui sont plus fédératrices, des choses positives, d'être acteur. Voilà, c'est vraiment ma question, et j'ai pas la réponse entièrement en tout cas. C'est comment on crée ce cercle vertueux pour que tout ce qui est positif dans notre société, et il y en a beaucoup des choses positives, comment on fait pour que ce soit davantage connu, dupliqué, encouragé. Enfin, nous, tu me demandais tout à l'heure, j'avais pas complètement répondu, des exemples d'innovation portés par le groupe SOS. Là, on a créé, alors c'était pas la période la plus simple pour ouvrir des cafés, mais on a créé un projet qui s'appelle 1000 cafés, qui a été lancé juste avant l'arrivée du Covid, mais on a quand même réussi à en ouvrir quasiment 100. Donc le projet, il est simple, t'as des territoires ruraux dans lesquels il y a des communes, notamment de moins de 3500 habitants. Le projet s'adresse à ces communes-là, dans lesquelles t'as plus aucun petit commerce. T'as plus aucun commerce. Donc on crée avec des porteurs de projets, avec des mairies, des projets de café,
Donc parce que le café en plus, enfin voilà, symboliquement, on a tous un attachement à un village, à un café du village. Enfin, on voit tous l'utilité que ça peut avoir. Et aujourd'hui, c'est même aller au-delà, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des cafés pour que les gens se retrouvent, qu'il y ait du lien social, mais on a aussi besoin de lieux, et le café peut le faire, dans lequel tu vas remettre des services. Tu vas mettre un accès Internet pour ceux qui n'ont pas d'Internet. Tu peux avoir un relais poste. Tu peux avoir plein de choses, quoi. À partir du moment où tu as un lieu qui est ouvert à tous, avec des personnes qui sont là pour le faire vivre, tu peux recréer en fait des choses qui ont disparu parfois depuis longtemps. Et voilà, c'est un projet qui est tout simple, qui est pas simple à mettre en œuvre, mais en tout cas l'idée, elle est simple, elle est claire, elle est plutôt positive évidemment, et tu t'aperçois qu'il y a un vrai engouement autour de ce projet-là. Il y a un vrai engouement, les gens, parce que à un moment donné c'est simple, c'est clair, c'est concret, c'est utile. Eh ben les médias en parlent positivement. Il y a plein d'entreprises qui ont envie d'aider à un moment donné, de donner un petit coup de main, parce que les modèles sont pas toujours simples, donc il faut aussi diversifier les modèles. Il faut qu'il y ait des partenariats divers et variés. Mais voilà, je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. Et des projets comme ça, peut-être pas toujours de cette envergure-là, de cette ampleur-là, mais le groupe SOS aussi aujourd'hui, c'est ça aussi, son mérite a aussi une taille qui fait que c'est parfois plus facile pour nous de mener ce type de projet. Mais t'as des projets, mais t'en as des milliers et des milliers au quotidien, des personnes qui transforment une idée en un projet qui est utile pour une catégorie de la population, pour créer du lien social, pour préserver l'environnement. Donc voilà, c'est comment on arrête de ne parler que de ce qui ne va pas, de mettre en avant que ceux qui divisent, qui montent justement des boucs émissaires en permanence. Comment on s'en sortira pas. Enfin, les solutions, elles sont pas là. Même d'un point de vue, et ça c'est très groupe SOS encore une fois, si on veut être efficace, si on veut être performant, au sens, encore une fois, pas de rentabilité financière, nous on s'en fout de la rentabilité financière, au sens de être utile, être efficace dans la vie des gens, comment je peux les aider, comment je peux rendre la vie des gens meilleure, comment je peux aider les entrepreneurs à être encore plus utiles, à créer plus d'emplois, y compris d'un point de vue international. Comment on aide les entreprises françaises, parce qu'on fait quand même on a un savoir-faire de dingue parfois, à être plus efficace au niveau international. Tu peux décliner tout en termes d'exigence. Mais parfois, c'est trop binaire. C'est-à-dire que tu as l'impression que parce qu'on va aider les entreprises, les startups, on peut pas aider les plus précaires. Et tu as le discours inverse. On va aider les plus précaires et du coup, ça veut dire que les entreprises, finalement, c'est le mal. Non, enfin, c'est comment on aide tout le monde à progresser. Et pour moi, ça commence aussi et presque surtout, effectivement, sur les plus fragiles. C'est-à-dire que à partir du moment où tu remets à tout le monde le pied à l'étrier, où il y a plus ces peurs aussi de déclassement, de se retrouver à la rue, je pense que ça sera aussi un élan supplémentaire et qui sera utile à toutes et tous. Et nous, on aime bien dire aussi, pour aider l'autre, il faut déjà s'être aidé soi-même. Donc en fait, ça part déjà de soi, tu vois, dans son alignement. Quand tu disais tout à l'heure aussi, être bienveillant avec soi, se sentir utile. En tout cas, ceux qui sont en mesure d'aider les autres, s'ils n'ont pas commencé peut-être aussi par eux-mêmes, ça peut être un peu plus compliqué. Et bon, c'était ma réflexion là, et j'avais envie de savoir, toi, quel manager tu es. Tu es dirigeant du groupe SOS, donc avec les autres, mais ceux qui t'entourent au quotidien, avec qui tu travailles sur ces missions d'intérêt général. Quel manager es-tu ? C'est une bonne question. Alors, c'est toujours pareil, il faudrait mieux leur demander à eux. Mais ils sont pas là. Je sais bien. Je vais pas forcément dire que je suis un mauvais manager. Je pense que les gens m'aiment bien. Et je pense qu'un bon manager, en tout cas, moi, c'est ma vision. C'est quelqu'un qui, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'exigence. L'exigence d'abord envers soi-même, mais aussi envers les autres, parce que je pense que c'est pas mal d'être exigeant. C'est plutôt positif. Enfin, nous, on a l'habitude de dire à SOS, de dire qu'être exigeant avec l'autre, c'est aussi le respecter. Alors après, toujours pareil, c'est une question de proportion.
et qu'il faut pas exiger des choses qui sont pas atteignables, etc., qui sont absurdes. Enfin voilà, il y a plein d'entreprises dans lesquelles les gens ont pas de doute sur le fait qu'il y a une exigence envers eux, mais c'est une exigence qui peut apparaître un peu déplacée. Donc mais en tout cas l'exigence. Et voilà, ça rejoint ce qu'on disait. Il faut qu'on soit davantage exigeant avec l'État, avec nos politiques, avec les médias. L'exigence, c'est important. Et dans l'entreprise, tu dois être exigeant avec les gens qui travaillent avec toi. Mais c'est un équilibre avec la bienveillance. Je pense qu'il faut évidemment les deux. Et moi, j'ai l'impression de toute façon d'être plutôt comme ça dans ma vie. Enfin, moi, les gens effectivement ont plutôt tendance à m'intéresser et j'aime bien aussi passer du temps avec eux, évidemment pour parler du boulot, mais pourquoi pas aussi d'autres choses. Mais il faut faire attention de pas être trop intrusif non plus. Enfin voilà, c'est toujours une question d'équilibre. Avoir un peu de recul, avoir un peu de légèreté aussi. Je pense que les gens effectivement aujourd'hui dans leur boulot, ils attendent aussi qu'il y ait pas non plus une déconnexion totale avec leur vie personnelle. Il faut que les deux soient séparés, et notamment il y a des gens, moi je respecte tout à fait ça, et je pense qu'il faut faire attention à ça. Ça peut être un risque aussi parfois de trop mélanger, c'est pas forcément bien. Mais après, tu as des gens qui ont envie d'être au boulot comme ils sont dans leur vie, en tout cas en termes de personnalité. Et voilà, et je pense qu'il y a pas forcément de raison de brider ça. Mais c'est toujours une question d'équilibre à trouver et de faire en sorte de s'adapter, justement. Moi, ce qui me fait toujours un peu peur, c'est les règles un peu générales en termes de management. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Je pense qu'il y a justement ce travail d'adaptation qui est important aussi à la personnalité de l'autre. Et t'as des gens qui vont mettre aucune frontière entre leur vie perso et leur vie pro, qui seront dans leur vie pro comme ils sont dans leur vie perso. Pourquoi pas? T'en as d'autres qui vont faire une frontière totale. Enfin voilà, je pense qu'il faut aussi respecter. Et donc moi voilà, des fois je me méfie un peu des techniques de management, par exemple, qui consistent à être trop intrusif ou à faire en sorte de traiter les gens tous de la même façon. Je pense qu'il faut être assez fin en fait dans son management. Et voilà, j'ai tendance à me méfier des grandes règles qui sont parfois à la mode, effectivement, en termes de management. Mais en tout cas, je trouve que un cocktail en termes d'une exigence modéré, raisonnable, mais quand même qui est là. Enfin, je pense que tout le monde a envie de progresser. Ce qu'on disait dans la société de façon générale, je pense comment on aide les citoyens à progresser. Bon, après, si t'as des gens qui sont très bien là où ils sont, là aussi, faut les laisser tranquilles. En tout cas, quand on parle des citoyens de façon générale. Dans l'entreprise, je pense qu'effectivement, il y a aussi cette idée d'amener l'autre un peu plus loin. Et encore une fois, en plus, quand c'est dans une organisation comme le groupe SOS, où aller plus loin n'est absolument pas corrélé à une forme de rentabilité financière, mais plutôt à justement comment on peut être meilleur au service de l'intérêt général, je trouve que c'est quand même plutôt chouette. Et puis après, oui, empathie, altruisme, bienveillance, des mots qui parfois même peuvent être un peu critiqués aujourd'hui, dire qu'on en fait trop sur ces aspects-là. Non, je pense qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus. On n'en fait jamais trop. Enfin, après, voilà, il faut une forme de cohérence. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé ces dernières années d'entreprises libérées, par exemple. Donc dans lequel il y a plus de contrôle, dans laquelle vraiment les salariés sont vraiment complètement autonomes. Et moi je trouve ça très bien, mais tu mets pas ça en place du jour au lendemain, et surtout tu mets ça en place que si c'est vrai. En tout cas, tu peux pas dire on est ou on va être demain une entreprise libérée si à côté de ça, déjà je pense que c'est des processus qui sont plutôt longs, mais si à côté de ça, il y a des moyens de contrôle qui sont très très forts, voire trop intrusifs. Voilà, je pense que de plus en plus l'entreprise, il faut qu'elle soit cohérente. Il faut qu'elle soit cohérente parce qu'en plus aujourd'hui, de toute façon, tout finit par se savoir avec les réseaux sociaux, etc. Donc moi, je pense que une entreprise aujourd'hui, oui, elle doit pas raconter n'importe quoi à ses salariés. Elle doit être honnête. Elle doit les écouter. Si elle les écoute, et c'est mieux qu'elle les écoute
elle doit elle doit intégrer ce qu'ils leur disent, parce que ça, c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui disent ouais, on va être une entreprise libre, dites-moi comment vous voyez l'entreprise demain, etc. Et puis après, il y a plus rien, quoi. C'est ok, merci, au revoir. Et ça, il y a pas pire. Donner la parole aux gens. Et on a beaucoup parlé un peu de politique au sens noble du terme, c'est-à-dire organisation de la société. C'est pareil. Si tu donnes la parole aux gens dans la société, aux citoyens, c'est mieux quand même de montrer que tu as écouté et que tu intègres les choses et que tu vas prendre des lois ou faire des mesures qui respectent ce qu'ils t'ont dit. Parce que sinon, je pense que ça devient très contre-productif à un moment donné, que ce soit dans la société de façon générale ou dans les entreprises. Donc moi, l'avenir, c'est de plus en plus écouter les salariés, mais toutes les parties prenantes. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, justement, c'est formidable. Tu peux écouter les consommateurs, tu peux avoir un retour direct, tu peux, tes salariés, tu peux effectivement, là aussi, vraiment les impliquer, en tout cas ceux qui veulent, et que c'est bénéfique. Je pense qu'aujourd'hui, la co-construction, le collectif, en plus, maintenant, les enjeux, ils sont tellement complexes pour la société de façon générale, mais pour une entreprise aussi, que je suis pas sûr que le grand patron, que les cadres dirigeants, que donc, du coup les hommes politiques ou les femmes politiques, si on reparle de la société de façon générale, je suis pas sûr qu'ils aient les solutions, parce que c'est trop complexe. Et moi, c'est ça qui me fait peur, hein, d'ailleurs, pour repartir sur ce qu'on vit en ce moment avec la campagne politique, la campagne électorale, c'est que ça y est, c'est reparti. Tu vas avoir des propositions de mesures, des annonces, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le débat qui est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on va encore avoir des propositions d'actions, de mesures, de lois, mais qui reposent pas forcément toujours sur un constat vraiment très détaillé, très partagé, et donc et parfois je me dis effectivement, est-ce que font les entreprises d'ailleurs? Souvent les entreprises, avant de se transformer, même si elles sentent qu'il faut bien le faire, elles vont faire 1 an, 2 ans d'audit, de travail collaboratif entre différents services au sein de l'entreprise, pour après dire bah voilà, on est à peu près sûr du constat, on est à peu près sûr de ce qui marche, de ce qui marche pas, et voilà ce qu'on va faire maintenant pour la suite. Et j'ai l'impression que en termes politiques, on a peu ça. Et voilà, et on a parfois des gens qui se présentent à l'élection présidentielle et qui ont déjà un boulot qui a priori est plutôt prenant, qui font déjà beaucoup de choses. Enfin, et ils sont tous comme ça, et j'ai pas l'impression qu'à un moment donné, les propositions, elles reposent toujours sur vraiment un travail vraiment important, partagé, qui sur des sujets aussi compliqués que l'énergie, les migrations, on parlait, qui, à mon avis, demanderait peut-être à ce que la société prenne un peu de temps, mette des experts, mais aussi l'ensemble des citoyens, parce qu'encore une fois, on voit à quel point c'est important que tout le monde soit impliqué, et puis tout le monde peut avoir des idées intéressantes, et qu'à partir de là, à partir de ces constats, on puisse se dire, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que on aurait plus aussi de formes de consensus, encore une fois un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, que ce qu'on a aujourd'hui, où on sent bien qu'à un moment donné, quelqu'un va proposer un truc juste parce qu'il dit bah tiens, mon électorat, ça va le faire kiffer. Est-ce que c'est réaliste? On verra après, hein. Et voilà, et ça explique aussi, à mon avis, la coupure entre les politiques et les citoyens. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses par le passé qui ont été annoncées dans les campagnes électorales. Je vais faire ceci, je vais faire cela, mon ennemi c'est la finance, patati, patata. Et puis tu te retrouves après avec, les gens se font rattraper, les politiques, une fois élus, se font rattraper par un principe de réalité qui fait que tu peux pas faire n'importe quoi, et tu peux pas, et que peut-être que ce que tu as annoncé, en fait c'était pas réaliste. Et donc les gens sont là, ils nous ont dit ça, il se passe rien, et c'est pas forcément toujours une question de mauvaise volonté des politiques, c'est juste que parfois c'est devenu du marketing. Et voilà, je vais annoncer tel truc parce que je me dis qu'avec ça j'ai peut-être plus de chances de me faire élire. Est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que patati patata? De se dire à chaque fois on verra plus tard, mais je pense que ça explique en partie ce qu'on vit en ce moment. On t'offre une baguette magique là avec Lucie. Tu fais quoi avec?
Qu'est-ce que je fais avec ma baguette magique? Je me demande si je ferais pas ça, une grande convention citoyenne pour la démocratie, ouais. Ou pendant, je sais pas moi, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Je me dis qu'il faudrait prendre le temps qu'il faut, hein, c'est tellement important. On se remet d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire que de vivre ensemble. Espèce de grand débat, mais avec un truc concret derrière, où dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans toutes les régions, on se rencontre. Ouais, qu'est-ce que c'est quoi la France? C'est quoi vivre ensemble? C'est quoi qu'est-ce qu'on veut comme société demain? Comment on veut que nos médias nous informent? Comment on veut que nos politiques travaillent au quotidien? Qui doivent être nos politiques? Enfin, comment on les désigne? Voilà, je trouve que ce serait intéressant. Bon, donc là, on crée le processus d'animation d'intelligence collective. On fait un appel à trouver un facilitateur par commune. Et puis, on organise ça en 2022. Allez. C'est parti. C'est un bon programme. Ah ouais, c'est clair. Faire société. Faire société. Et évidemment, tu auras des gens qui vont te dire, mais on va perdre du temps, les enjeux sont tellement importants. Mais sauf que, tu disais tout à l'heure, il y a plein de sujets sur lesquels on n'avance pas suffisamment vite aujourd'hui. Donc, prendre un peu de temps et se dire, peut-être que dans 1 an, 2 ans, au moins on sera tous, ou en tout cas une grande majorité d'accord sur ce qu'on veut. Et après, la France, c'est quand même un pays extraordinaire. T'as des gens hyper talentueux. L'administration sur laquelle on tape en permanence, t'as des gens qui sont brillants, qui ont un sens de l'intérêt collectif, de l'intérêt général, qui est formidable. T'as des entreprises extraordinaires, des associations, évidemment, j'en parle pas, formidables. Il y a un talent qui est extraordinaire. La question, c'est, à un moment, comment tous ces gens-là travaillent ensemble, se mettent à peu près d'accord pour qu'on arrête de perdre du temps justement sur des guéguerres en permanence, sur c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. On s'en fout. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble, qu'on a envie de vivre ensemble? Et je pense que les Français, je pense qu'on est d'accord sur plein de choses. Je pense que si on creuse, la solidarité, je pense que c'est quelque chose d'important. On est tous attachés à la sécurité sociale, c'est pas pour rien. Il y a quand même des trucs qu'on oublie même parfois au quotidien, mais qui sont pas complètement anodins, négligeables, et qui incarnent quand même aussi un projet de société. Donc la solidarité, l'équité, la fraternité, à l'égalité des droits. Il y a des choses sur lesquelles je pense on pourrait tous se retrouver et se dire si on est tous d'accord là-dessus, qu'est-ce qui nous permet de façon, encore une fois, et là je pense qu'il faut réhabiliter ça, efficacité, performance, mais au service de valeurs. D'abord, tu te mets d'accord sur des valeurs et après, tu te dis comment on les respecte de la façon la plus efficace. Il ne s'agit pas juste de dire mon ennemi, c'est la finance, mais comment la finance, demain, peut, et elle commence à le faire, mais c'est encore anecdotique, comment la finance peut aider à développer des projets d'intérêt général, comment on peut avoir plus d'impact avec tous les outils qu'on a aujourd'hui et qui, malheureusement, ne sont pas toujours bien utilisés. Je pense que c'est ça qu'il faudrait. Il faut écouter l'épisode de Tipping Point avec Vincent Piche et Kimpa. Pour avoir quelques clés de lecture et de réponse sur avec le plaisir. Rôle de la finance au service de l'impact. Non, mais vraiment sûr. Parce que c'est ce qu'il fait. Sûr. Il vient juste de créer son entreprise aussi, mais c'est assez super. Le respect, je pense qu'il faudrait aussi qu'on se remette d'accord sur ça. Et je suis pas d'accord avec toi, mais je vais quand même t'écouter, je vais te respecter, je vais pas aller t'insulter sur Twitter. Il y a quand même des choses... Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn parce que je trouve que, pas toujours, mais il y a quand même en général, parce qu'on n'est pas anonyme, parce que aussi on apparaît aussi lié à une entreprise et qu'on peut pas non plus raconter, ou en tout cas son employeur, on peut pas raconter n'importe quoi. Donc voilà, je me retrouve bien dans ce réseau social. Je trouve qu'un réseau comme Twitter, effectivement, moi, me semble dangereux sur beaucoup d'aspects aujourd'hui. Parce que on peut y tenir des propos qu'on pourrait pas tenir dans la rue, par exemple, sans se faire interpeller. Donc moi, ça m'interroge vraiment, c'est-à-dire ce monde parallèle dans lequel je peux être un peu raciste, je peux être un peu misogyne, même parfois beaucoup, avant qu'il m'arrive quelque chose, quoi. Je peux t'insulter,
comment on en est arrivé à autoriser ça? Je pense que ça aide pas. Et moi, le fait effectivement que tous les médias fassent leur shopping là-dessus en allant chercher la bonne punchline, les politiques qui passent leur vie sur Twitter, je trouve qu'il y a un problème démocratique fondamental. Moi, je sais pas, j'avais un compte Twitter comme beaucoup, je l'ai mis en sommeil, je sais pas si c'est provisoire ou définitif, mais je pense, voilà, en termes de cohérence, à un moment donné, on peut pas non plus toujours accepter ces choses-là. Donc, est-ce que je vais revenir sur Twitter? Je suis pas sûr. Non, mais il faut aussi incarner à un moment donné les choses. Et le respect, enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, de vital. Et on peut pas continuer comme ça. On peut pas juste débattre en 140 signes, parfois extrêmement agressif, clivant. Enfin, la vie, elle est complexe. On peut pas être dans quelque chose de manichéen, dans tout est blanc, tout est noir, et en plus l'exprimer en 140 caractères, c'est compliqué. Mais Twitter, c'est un phénomène parmi d'autres, mais c'est vrai qu'on vit aujourd'hui un peu dans cette société où on n'a pas forcément besoin de se respecter, on n'a pas forcément besoin derrière une punchline ou une proposition d'avoir vraiment un plan d'action concret et crédible, ce qui est un peu problématique parce que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça devient du marketing. Voilà, il y a quand même un truc profond là. Un dernier mot, Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose après ce petit coup de gueule bien mérité que tu souhaites transmettre, partager aux gens qui nous écoutent là? Dénoncez vos héros, dénoncez vos héros. Il y a un site, c'est ça. Une idée. Il y a un site, mais après c'est beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup LinkedIn aujourd'hui parce que justement cette tonalité positive, elle est plutôt présente sur LinkedIn qu'ailleurs. Mais voilà, c'est une idée donc avec des amis, Sébastien Ravu, Claire Ravu, Vincent David, Tariq Ghezali qu'on avait eu pendant le premier confinement, en se disant il y a des choses extraordinaires qui se passent, y compris dans ce début de crise avec les premières lignes, enfin tous ces métiers essentiels qui étaient mis en avant évidemment à cette période-là. Et on s'était dit comment on pourrait faire pour que après cette crise, on n'avait pas prévu qu'elle durerait aussi longtemps, parce qu'on est toujours dedans, mais en tout cas pendant cette crise et après cette crise, qu'on continue à essayer de mettre en avant celles et ceux qui sont hyper utiles aux autres, qui font des choses extraordinaires au quotidien, qu'on connaît pas toujours. Donc voilà, c'est comme ça que le hashtag dénonce tes héros est apparu et ça marche bien. Enfin moi en tout cas je trouve ça, c'est pour moi, rien que pour moi, en tout cas, c'est chouette parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Du coup, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me faire découvrir des héroïnes et des héros du quotidien et je trouve ça super. Et justement, par rapport à ce que je disais juste avant, mon petit coup de gueule, parce qu'on nous dit parfois, mais pourquoi vous avez choisi le mot dénonce? Alors déjà, dénoncer, je crois qu'en ancien français, ça veut dire révéler. Mais surtout, on avait justement envie de se construire un peu en opposition à ça et en disant, aujourd'hui, tout le monde dénonce tout et n'importe quoi. Alors attention, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut continuer à dénoncer. MeToo, je trouve que c'est une avancée majeure de ces dernières années. Donc il faut continuer à dénoncer ce qui doit être dénoncé. Par contre, aujourd'hui, tu as aussi, on en parlait, des gens qui dénoncent tout et n'importe quoi, qui vont tenir des propos, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont juste pour objectif de décrédibiliser, d'humilier des gens qui sont juste pas d'accord avec eux. Et donc à ces personnes-là, on avait envie de leur dire, écoute, détends-toi un peu, et puis essaye plutôt de dénoncer tes héros. Tu vas voir, ça va faire du bien à tout le monde, et peut-être à toi en premier. Ouais, merci beaucoup Nicolas. Merci pour vous. le temps que tu nous as accordé. J'ai passé un chouette moment avec vous. C'est Stendhal qui écrivait « La beauté n'est que la promesse du bonheur ». Et tu vois, tu nous as permis de voir le beau, de voir ce qui était bien fait, de dénoncer positivement, de faire le bien. Vous aidez beaucoup les initiatives qui aident, qui réparent, qui retissent du lien, qui recréent une société qui est souhaitable, en tout cas dans laquelle on a envie de grandir et de faire grandir nos enfants, nos petits-enfants. Et ce qui est sympa, c'est que vous faites pas ça qu'avec des mots, vous faites ça avec des actions. Donc merci d'être venu témoigner, de t'être ouvert aussi à nous et de nous avoir partagé ton aventure avec Groupe SOS. Voilà, j'espère un grand merci à vous.
que l'appel a été entendu et que vous aussi, chers auditeurs, vous pourrez aussi dénoncer vos héros. D'ailleurs, et puis après, j'arrête, mais puisque c'est le lien avec Dénonce tes héros, avec les amis donc avec qui on avait lancé cette initiative, on réfléchit aussi à pourquoi pas faire une proposition dans le cadre de la campagne présidentielle qui arrive, ou qui a déjà commencé, j'en sais rien, mais de dire aussi pourquoi pas qu'il faudrait qu'il y ait un moment dans l'année. Alors, on n'est pas toujours tout à fait d'accord encore avec mes potes, mais il y en a qui disent qu'il faudrait que ce soit 2 heures par mois. Moi, je suis plus sur un jour dans l'année, un jour férié, créer un jour férié, ou peut-être le 14 juillet, j'en sais rien, mais qui est un moment dans l'année, en fait, où tout le monde, ensemble, justement, réfléchisse à l'intérêt général, ce que ça veut dire que l'intérêt général, ce que ça veut dire que de vivre ensemble, et même aille plus loin en menant des actions d'intérêt général, des actions bénévoles pour plus de solidarité, pour aider son prochain, pour nettoyer. On parle beaucoup de clean walk, mais je trouve ça bien. Enfin voilà, des gens qui se baladent et qui en même temps vont nettoyer leur plage, leur forêt, leur quartier. Enfin, et voilà, je trouve qu'en tout cas, il manque ça aujourd'hui, d'avoir des moments. On peut pas se contenter d'avoir juste la Coupe du Monde de foot où tout le monde, à un moment donné, ou en tout cas ceux qui aiment le foot et au-delà, partagent un même moment. Il faut qu'on ait des moments où on réfléchit, on travaille, on passe du temps ensemble sur ce que ça veut dire, encore une fois. Ouais, tu utilisais le terme de faire société. Et comme être acteur, c'est toujours mieux. Voilà, une journée, par exemple, créer un nouveau jour férié ou remplacer un jour férié par un autre, parce qu'on va pas se plaindre en France quand même. Mais en tout cas, ou 2 heures par mois, peut-être aussi c'est ça la solution. Mais en tout cas, voilà, il y a un moment où tous, en même temps, on agit pour la société. Merci Nicolas, à bientôt. J'arrive pas à m'arrêter. Ouais, c'est cool, mais on n'a pas envie d'arrêter. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.